l'interview? L'ethnologie. La technologie. L'ethnologie. Ça veut dire quoi l'ethnologie? Ah oui, C'est ceux qui étudient les comportements dans le quotidien. Les sociologues font des enquêtes sur le social, les anthropologues également, les ethnologues également. La différence, c'est que les ethnologues ont quelque chose qui leur est propre, qui est qu'ils vont chercher le social sur le terrain par des enquêtes de terrain qui sont des enquêtes longues et qui permettent une familiarité avec un domaine du social. C'est là que je vois la spécificité de l'ethno. Donc là, l'ethnologie commence à vouloir partir sur le terrain pour essayer de montrer deux choses en fait. À la fois ce qui fait que nous sommes bien tous des êtres humains et en même temps, nous ne sommes pas tout à fait les mêmes êtres humains culturellement. Donc qu'est-ce qu'on partage avec les autres êtres humains et qui fait qu'on leur ressemble mais qu'aussi on est différent d'eux. L'ethnologie, c'est aussi un décentrement. On n'aborde pas les choses de front, on les aborde toujours en faisant un détour. Ça peut être le détour en termes de connaissances historiques, ça peut être le détour en termes de connaissances issues d'autres aires culturelles, et du coup, ça permet d'interroger sa société en ayant des lunettes très très différentes que quand on est dedans. On défend les projets au collège, enfin à l'école en général, parce qu'on estime que c'est un lieu où on vit ensemble et c'est un lieu où on doit apprendre à se connaître ensemble et les projets permettent ça. C'est pas faire rentrer une matière de plus à l'école, c'est faire rentrer un regard sur la réalité du terrain et surtout faire rentrer la capacité à dépasser des préjugés, des idées préconçues et des images établies. Alors il existe deux grands types d'ateliers qu'il est possible de proposer à des jeunes en milieu scolaire. Le premier, c'est l'enquête de terrain, donc c'est une forme d'initiation à la recherche en ethnologie qui se déroule sur un temps long, entre 6 et 8 séances au minimum. Le second type de proposition qu'il est possible de faire, ce sont les ateliers thématiques qui sont plus une forme de diffusion du savoir ethnologique. Le principe, il est donc de faire réaliser un carnet de voyage sur la vie quotidienne. Donc chacun a son petit carnet de voyage où il note ses observations, chacun fait ses dessins, ses photos, chacun avance dans son travail d'observation. À côté de ça, à l'intérieur de la classe, il y a des temps qui sont très importants de mise en commun. Chacun observe son petit terrain et le met en commun à l'intérieur de la classe avec les observations des uns et des autres, voilà, pour essayer de voir les différents points de vue, les différentes expériences. C'est aussi s'apercevoir que l'on peut être dans la ville d'une manière complètement différente, justement, c'est-à-dire que dans le moment du terrain, c'était pas la récréation, c'était pas non plus la balade, c'était revêtir un certain rôle et d'avoir un contact avec des personnes ou avec leur environnement d'une autre manière. Ça aussi c'est très très important puisque tous nos terrains se situent dans l'environnement même des établissements qui est un milieu très familier pour eux mais qu'ils ne connaissent pas du tout et qu'ils n'ont jamais observé. Et donc d'un seul coup ils redécouvrent nous même du terrain et de la thématique qu'on a abordée, du sujet qu'on a abordé, leur espace et leur environnement. 1, 2. Dans le parc on n'a pas le droit de voiture. On a le droit de promener les chiens mais à condition d'une laisse. Et aussi on peut courir, on peut faire des pique-niques. Mais il ne faut pas mettre les papiers par terre. Nous avons vu, nous avons croisé une dame en train de promener son chien pour qu'il fasse ses besoins, caca pipi, etc. C'est pas un loisir. Alors là, on a fait une photo d'un chien. La dame, c'est un loisir pour elle de promener son chien.
nous apparaissait intéressant en fait de faire partir la création artistique d'un travail sur le vécu et sur les pratiques des élèves. Que ce soit sur les fêtes, sur son quartier, sur la façon dont ils passent ses temps libres, ce qu'ils font ensemble. Toute cette matière-là, en fait, de collecte, d'observation au cours de l'enquête permet la création ou une exposition de photos sur un sujet qui lui est donc familier. On fait une recherche, on a un carré de terrain, le mode d'appropriation aussi de l'écriture, complètement désenclavé d'une grammaire ou d'une orthographe, puisque nous, ce qui nous intéressait, c'était vraiment de noter les choses, a fait que des élèves qui n'écrivaient pas ou ne savaient pas écrire ou écrivaient peu se sont eux-mêmes présentés comme les scripts du carré de terrain. Ils avaient rapporté en effet l'atelier dans le carré de terrain. Je me souviens d'un collège à Corbeil-Essonnes où l'enseignante de français, c'était avec une classe de 5e, c'était une classe assez difficile, on va dire, qui n'était pas du tout en phase avec les apprentissages scolaires, nous dire qu'elle a vu des élèves passer de 8 de moyenne à 14 en français au cours de l'année, parce que il y avait eu cet intérêt pour l'école, ce développement de l'écriture à travers les petites observations qu'on leur menait, elles regardaient leurs textes, et donc du coup un intérêt double en fait de la pratique de l'écriture, de la rédaction, et donc on voit l'enseignante on la voit plus de la même manière aussi, parce qu'on partage quelque chose d'autre ensemble, une meilleure connaissance, on s'est un petit peu dévoilé aussi par rapport à elle. Faire une enquête, c'est apprendre à communiquer, c'est une interaction, c'est savoir écouter l'autre, savoir se présenter. Et donc, c'est aussi l'apprentissage de la relation, de la relation sociale. Donc, non seulement c'est l'apprentissage de l'analyse de la relation sociale, mais c'est aussi l'apprentissage de la relation elle-même. Ce que les profs ont remarqué, c'est que les élèves s'écoutaient, échangeaient, et donc c'était cette parole-là, ce nouveau statut de la parole comme moyen de communication et d'échange qu'apportait l'atelier. Ils manipulent différents degrés de langage, donc le langage de l'interaction, le langage de la réflexion, et maintenant le langage de la présentation qui est tout autre, donc qui est un langage beaucoup plus organisé. 3. On voit Anna, mais écrit à côté de son œil, en dessous de son œil, il y a écrit Paul. À côté de son oreille, il y a écrit Hard. Et à côté de sa bouche, il y a écrit MG96. C'est un dessin d'un bâtiment qui l'ont dessiné sur un bâtiment pour représenter le bâtiment et la rue. La rue, elle s'appelle Paul Éluard. Et on voit que c'est le monsieur qui est le monsieur de cette rue. Enfin, pas le monsieur, mais le nom de cette rue. Et c'est le nom d'un homme. Les ateliers thématiques se déroulent sur un temps court. En général, ça peut être 1, 2 ou 3 séances. L'ethnologue vient dans la classe avec des extraits de films, qui peuvent être des documentaires ou des fictions. Des films qui permettent d'évoquer des situations, des sociétés, des manières de vivre complètement différentes à travers le monde. Donc lors des séances, l'ethnologue projette des extraits de ces documentaires et ensuite engage une discussion et des débats avec les élèves. Alors ce qui est important de montrer aux élèves, c'est qu'il est possible de vivre différemment à travers le monde. Donc on leur fait expérimenter ce qu'on appelle le décentrement, qui est une notion très importante en ethnologie, à savoir être capable de changer de point de repère, relativiser et comprendre que dans d'autres cultures, il existe d'autres manières de faire tout aussi complexes et tout aussi riches que sa propre culture. Les ethnologues de l'association Ethnoart ont travaillé de manière spécifique sur certaines thématiques, comme celle du corps et de la famille, mais il est réellement possible d'aborder toutes sortes de thèmes. Il faut simplement que l'enseignant soit réellement motivé par un thème, et ensuite on aborde avec cette même méthode toutes les thématiques. Les ateliers peuvent être connectés d'une manière très directe avec les programmes scolaires. Par exemple, il est possible de traiter des questions de décolonisation en histoire,
ou alors le thème de la danse avec les enseignants en éducation physique, ou alors le thème du conte avec les enseignants en lettres modernes. J'ai été engagé à Banlieue Bleue pour, à chaque fois qu'il y a besoin, dans un atelier de différentes tailles. Il y a des ateliers de toute taille à Banlieue Bleue, des actions musicales de toute taille. À chaque fois qu'il y avait un besoin de contextualiser une musique, un musicien, un groupe de musiciens, qui va peut-être rencontrer ensuite les jeunes, ou alors sur lesquels les jeunes vont avoir un travail à produire, voilà, je suis la personne préposée pour le faire. C'est-à-dire qu'on va rencontrer un musicien afro-américain, américain, européen, parfois français aussi, mais même quand il est français, souvent d'une culture différente, et d'une culture qui n'est pas radicalement différente. Parce que ces musiciens-là, d'abord, j'ai dit, des musiciens de musique improvisée, musiciens de jazz, ce n'est pas tout à fait la culture musicale de la plupart des collégiens des lycéens aujourd'hui, mais en même temps, ce n'est pas sans rapport avec ce qu'ils écoutent. Ces styles musicaux-là ont une histoire commune avec le jazz. Ne sont pas du jazz, mais ont une histoire commune avec le jazz. Cela, ça s'explique musicalement, bien sûr, esthétiquement, et ça s'explique aussi culturellement. Donc, cet entre-deux est très riche, parce qu'en même temps, il ne s'agit pas d'assimiler ou d'identifier ces musiques-là, il s'agit de montrer leurs liens. Et de la même manière, humainement, les musiciens qu'ils vont être amenés à rencontrer, sur lesquels ils vont travailler, sont à la fois différents d'eux, indéniablement, même quand ils sont français, j'insiste, et pas tout à fait non plus. C'est très important de construire une altérité, c'est-à-dire un espace dans lequel les uns et les autres reconnaissent la différence et acceptent finalement de travailler ensemble. La façon dont va s'impliquer l'enseignant va vraiment déteindre sur la façon dont s'impliquer les élèves. Au plus l'enseignant va essayer de tirer des liens par rapport à son enseignement, va essayer de s'impliquer dans la mesure où entre deux séances où intervient l'ethnologue, il va leur demander bon alors, est-ce que vous avez avancé dans l'enquête, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu où vous en êtes, etc. On sent que c'est pas un projet qui est décollé complètement des objectifs de l'enseignant, mais qui fait vraiment partie de son enseignement et de la façon dont il voit les choses dans le travail à construire sur l'année avec la classe. Les enseignants qui sont partie prenante pour ce genre de projet, il n'y en a pas des masses parce que ça demande quand même un investissement, ça demande beaucoup de temps sur le temps de cours et on sait que les enseignants, il y a aussi un programme à accomplir dans l'année et que souvent ils ont peur de ne pas pouvoir le boucler, que ça colle pas forcément à la façon dont ils entendent poursuivre leur année scolaire avec les classes. Là, ce qui manque toujours aux professeurs, c'est du temps pour prendre de la distance par rapport au groupe, par rapport à l'ensemble de ces élèves. On manque de temps pour les regarder, pour les écouter parler entre eux, étant donné qu'on est toujours avec eux en train de contrôler un groupe et de vouloir que ça se déroule selon les rituels de l'école et de la culture scolaire. Il va être en posture d'écoute par rapport à ce qui peut être appris, enseigné, découvert au cours de l'année. Et forcément, cette posture qui va être complètement différente de celle qu'il a habituellement auprès de la classe va forcément influer sur le climat général de l'enseignement et puis la façon dont se déroulent à la fois les séances, mais aussi les cours plus spécifiques au français ou aux maths, en dehors de la participation du projet. Ce qui était important, et je pense que c'est pour ça que ça marchait, c'est le travail qui était fait en tandem entre l'ethnologue et les enseignants, sachant qu'une fois que le travail était posé, les méthodes étaient posées, entre chaque séance il y avait des semaines et que c'était l'enseignant qui prenait le relais. Donc un travail forcément en collaboration pour que ça marche. Selon le projet qu'on va mener, il va falloir trouver des dispositifs, les dispositifs les plus pertinents dans la relation entre les enseignants et les ethnologues. Ce qui est fondamental, c'est de permettre aux enseignants et aux ethnologues de dialoguer. Il faut ménager des temps de dialogue qui vont pouvoir permettre justement à chacun de trouver sa place. Nous ne sommes pas sur la place du monde enseignant, nous sommes à une autre place, et donc à partir de là, on est en capacité de croiser des regards, et donc de croiser des approches.
La diversité culturelle est-elle un défi ? On pourrait se dire que, en regardant la télé et en lisant les journaux, c'est un défi. Parce que, qu'est-ce qu'on nous en cause de la diversité culturelle à l'école ? En même temps, cette diversité culturelle, c'est ce que je disais, elle est tout temps. Elle est différente, mais elle est de tout temps. L'humanité est une machine à fabriquer de la différence dans le conflit. On ne peut pas parler de mondialisation culturelle parce que tout simplement ça supposerait un monde entièrement pacifié et dans lequel il n'y aurait plus de conflit. Donc c'est, à mon avis, impensable tel que les humains sont faits. C'est vrai que faire cohabiter l'autre à côté de soi a toujours posé un défi à soi. Le système français républicain est un système qui gomme. Il a gommé les disparités régionales, il a gommé les langues régionales qui disparaissent, tout comme il gomme les différences culturelles quand elles arrivent à l'école. Et c'est tout à fait normal, dans le sens où le schéma de la nation française est un schéma qui s'appuie sur un universalisme et donc gomme les particularités dans le cadre public. Il ne s'agit en aucun cas dans la laïcité de gommer la pluralité. La laïcité est justement une valeur qui est censée garantir la pluralité des modes de vie, des appartenances diverses, qu'elles soient idéologiques, religieuses, etc. Mais c'est très compliqué pour un enseignant de se positionner par rapport à cette pluralité. Il va falloir trouver un équilibre juste entre sa mission d'éduquer à la citoyenneté et de rendre légitimes les notions universalistes et de ne pas nier toute émergence d'une singularité qui voudrait se dire. Nos élèves de ces établissements sont porteurs d'une diversité linguistique, par exemple, qui n'est pas mise en valeur. Nombreux sont les élèves qui sont dans des situations de bilinguisme. Dans notre école, c'est plutôt le monolinguisme qui domine et une représentation monolingue de nos élèves. Il y a des enfants qui parlent 5 langues, ils sont considérés comme mauvais élèves parce qu'ils arrivent d'une autre culture, etc. Moi, j'ai organisé beaucoup d'échanges scolaires entre des classes françaises et allemandes. Les profs parlaient pas l'allemand, parlaient pas le français, c'était des enfants turcs qui faisaient la traduction pour les 2 classes. Là, on découvrait que connaître le turc, c'était un atout. Quand on dit qu'il faut valoriser la diversité culturelle, c'est comme ça qu'il faut le faire, en partant d'un espace commun. Je crois qu'il y a un immense écueil qu'il faut absolument éviter dans l'approche ethnologique, qui est de se dire, eh bien voilà, on va voir cette diversité culturelle-là dans la classe, et on va essayer au fond de ramener chaque enfant à ses origines. De nombreux élèves ont une vision effectivement un petit peu mythifiée du pays d'origine de leurs parents, parce que la plupart de mes élèves sont nés en France, de parents nés à l'étranger. Ils se réclament du pays de leurs parents, avec l'idée, parfois, qu'une fois qu'ils auront fait leur scolarité, ils rentreront dans le pays de leurs parents, où ils iront vivre, parce que c'est là qu'on vit mieux, parce que là-bas c'est mieux que la France. Et là, il y a tout un discours qui est très négatif sur la France. Alors, évidemment, tout cela est lié sûrement à des questions sociales, par exemple, ou à des situations vécues, mais pas seulement. Je pense qu'il y a aussi une réelle mythification, un problème identitaire personnel, qui fait que ces gamins sont, je dirais, en plein dans la mer, c'est-à-dire entre l'Afrique du Nord ou l'Afrique et la France, au milieu de la Méditerranée, ils ne savent pas trop où ils sont. Il s'agit en aucun cas de forcer l'élève à se définir par rapport à son origine géographique. D'autant moins que cette origine géographique peut être vécue dans la souffrance et dans l'intériorisation d'un stigmate. C'est-à-dire que l'élève a intériorisé le fait que ce soit dévalorisant d'être un immigré récent ou un enfant d'immigré. C'est pas parce qu'on est de telle origine qu'on est forcément comme ci, forcément comme ça. Donc je ne tiens pas à enfermer les gens ou à les définir par leur origine, ou uniquement par leur origine, ou le pays d'origine de leurs parents. Donc je leur donne un enseignement le même pour tous, parce que c'est le rôle de la République, c'est le rôle de l'école, de la République. Et je crois que l'ethnologie contemporaine donne beaucoup de clés dans ce domaine-là, justement, à travers l'approche de la quotidienneté,
d'arriver à faire travailler des enfants sur ce qui les relie et pas sur ce qui les divise. L'intérité, c'est un espace inter. C'est une intimité qu'on se crée dans un petit groupe de gens qui sont différents. Ça s'inscrit au niveau affectif, au niveau des idées, du monde des références, et au niveau de l'organisation. Est-ce qu'on va parler français ou est-ce qu'on va parler allemand déjà? Le choix de la langue. Après, est-ce qu'on va manger français ou est-ce qu'on va manger allemand? Qui va faire la cuisine? Selon quelle logique, etc. Quand on travaille sur la diversité culturelle, sur l'être ensemble des enfants, on travaille avec toute cette énorme richesse, cette multiculturalité. J'aime pas le terme identité culturelle, moi. Ça me dérange, parce qu'il y a quelque chose pour moi d'unique dans l'identité. Or, je pense que toute identité est plurielle, surtout dans le monde contemporain où on est. Les identifications ne sont pas univoques, c'est-à-dire qu'une personne n'est pas identifiée à un seul groupe et qu'une même personne peut avoir des identifications multiples et donc peut développer des atomes crochus très au-delà des frontières de son propre groupe. On peut gérer en parallèle des identités qui peuvent être conflictuelles, à condition qu'on sache que c'est possible. Bon, l'individu peut les gérer pour lui-même, mais ensuite il va falloir tâcher de les gérer collectivement. En tant qu'enseignant, je crois qu'il faut vraiment leur faire comprendre à ces élèves qu'ils pensent quelque chose, ils vivent quelque chose, ils croient quelque chose. C'est leur droit, à condition qu'ils respectent ceux qui ne sont pas comme eux, qui pensent différemment, qui croient différemment, qui se représentent différemment. Et tout notre travail, c'est ça justement, c'est de mettre les choses à plat en disant toi tu penses ça, toi tu penses ça, mais vous vivez ensemble. Et de ce fait, on essaye de mettre les choses à plat et de leur apprendre à justement vivre leur particularité sans que cette particularité morde sur la particularité des autres. Et ça, c'est un boulot quotidien, c'est pas facile. Le stéréotype, c'est quoi? C'est d'abord une simplification abusive. C'est aussi une réduction. Les Juifs sont avares, les Portugais sont poilus, les Français sont prétentieux, les femmes ne savent pas conduire. Donc voilà, on réduit un groupe donné à une caractéristique qu'on estime qui lui revient, sans qu'il y ait forcément de preuves bien tangibles là-dessus. Et ensuite, par effet de simplification extrême, on en arrive même à supprimer le pluriel. Ce n'est plus les Juifs, mais c'est le Juif dont il s'agit, c'est plus les Portugais. Mais c'est bien le Portugais, les Français, le Français et les femmes, la femme. Combien de fois on voit écrit la femme? C'est aussi un processus de naturalisation, c'est-à-dire qu'au bout du compte, on n'arrive plus à se dire que ces dimensions stéréotypées sont le fruit de la culture, mais qu'elles sont naturelles. C'est naturellement qu'une femme ne sait pas conduire. Or, il n'y a rien de naturel à savoir conduire, ou ne pas savoir conduire. Le processus en lui-même de stéréotype, comment on construit un stéréotype, il est anthropologique. On ne peut pas fonctionner sans stéréotype. C'est pas possible. Il faut que les êtres humains, et ça c'est en termes de cognition, de connaissance, soient capables de classer. S'ils avaient toutes les informations de l'environnement qui leur arrivait dessus sans pouvoir ranger dans des petites cases les choses, eh bien ils seraient débordés. Ils ne pourraient plus ni réfléchir ni agir. Alors après, bien sûr, les excès, on les connaît tous. Y a des insultes. Alors celui qui vient d'arriver du bled, c'est un blédard. Et blédard, c'est une insulte. Et il y a une insulte, par exemple, qui en ce moment s'échange en classe, c'est non francophone, espèce de non francophone. Quand entre eux, ils se balancent des blagues racistes et que, pour le coup, en général, ils sont plutôt victimes de ces blagues racistes, on peut avoir deux analyses de la chose. Soit ils ont intériorisé, ils sont les victimes d'un discours dominant. Soit on peut dire aussi que, en reprenant à leur compte le stéréotype issu du discours dominant, eh bien, ils se démarquent de la minorité.
Donc je pense qu'il y a ces deux volets-là de l'intériorisation des stéréotypes qui est intéressant et de la manipulation des stéréotypes. C'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement victime des choses, on manipule aussi les stéréotypes entre soi pour pouvoir aussi se distinguer. Le stéréotype, c'est sa fonction initiale, si on peut parler en termes de fonction, mais c'est bien de créer de la cohésion entre pairs, c'est-à-dire les gens qui sont issus du même groupe d'âge, du même genre, du même groupe ethnique ou religieux, en ayant ensemble des stéréotypes contre l'autre, tournés vers l'autre, on génère de la cohésion sociale. Mais c'est aussi forcément le stéréotype de l'exclusion. Si on génère de la cohésion entre soi, eh bien on génère de l'exclusion vis-à-vis des autres. Notre travail en tant qu'éducateur, en tant qu'enseignant, c'est de casser ces stéréotypes, ce qui n'est vraiment pas facile parce que ce sont des stéréotypes qui circulent dans la société également. C'est-à-dire que ces enfants qui ont 13, 14, 15, 16 ans, n'ont rien inventé. Ils répètent ce qu'ils ont entendu à l'extérieur, peut-être chez eux, peut-être en bas de chez eux, peu importe où. En tout cas, c'est le discours du professeur face au discours du dehors. Comme une fois cet élève qui est venu me voir en me disant « Monsieur, ce que vous nous dites, c'est très intéressant, mais les grands dehors ne disent pas du tout comme vous. » Déconstruire les stéréotypes, c'est évidemment, ça prend beaucoup de temps. Les représentations ont une histoire. Il faut expliquer ces histoires. Il faut expliquer d'où viennent ces stéréotypes, d'où viennent ces idées. Donc tout cela en faisant de l'histoire et en montrant la réalité, en essayant de montrer la réalité pour casser ces représentations. Pour déconstruire un stéréotype, ce qu'il est important de faire déjà, c'est un travail de fond sur plusieurs séances et qui va permettre à l'élève déjà de se confronter à la réalité, c'est-à-dire déjà d'identifier ce stéréotype comme étant une idée un peu simplificatrice d'une notion et par des petits exercices soit de présentation de films documentaires ou alors d'enquête ethnographique. Ce que l'ethnologue va faire, c'est amener l'élève à comprendre qu'il existe une autre réalité que celle qu'il imaginait. Pour les élèves, ce qui est important de dire, c'est que c'est une découverte d'eux-mêmes, une découverte de leurs proches, c'est-à-dire les camarades, mais aussi la famille, en fonction du thème qui aura été développé, de ce qui aura été recherché au cours du projet, et une découverte du monde aussi. L'ethnologie, c'est ce regard porté sur l'autre et qui nous permet en plus, et ça c'est très intéressant, d'aller très loin. D'aller loin dans l'espace et d'aller loin dans l'histoire. C'est-à-dire de remonter le temps et de parcourir le monde. Et ça, c'est un voyage. Donc c'est à la fois de la rigueur, mais en même temps, c'est de l'imaginaire, c'est la pensée qui s'en va ailleurs. Ça permet justement de ne pas aller trop vite dans ses jugements et d'apprendre à regarder mieux comment son voisin vit et donc comment le comprendre et finalement aussi comment l'accepter. Ce qu'il y a dans la tête d'un jeune, dans sa capacité à accepter la parole de l'autre, sa capacité à s'enrichir, sa capacité à avoir pris de la sensibilité, ça c'est pas évalué avec un 15 sur 20 à la fin de l'année. Donc on est ailleurs. J'aurais tendance à dire, ce que l'on souhaite, c'est peut-être qu'un jour ils franchissent d'autres portes. Celle de la prise de participation dans la société, dans la citoyenneté. C'est là où peut-être un jour on verra si on a fait notre boulot. On verra, mais on ne le verra pas. Parce que fort heureusement, ils sont autonomes et ils ne seront pas pistés.